Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, chers amis, dear friends, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, bienvenue à France-Amérique pour ce débat qui va opposer la représentante des démocrates Broad, Amy Porter, au représentant des Republicans Overseas, Randy Yaloz. Cette élection présidentielle américaine comporte des enjeux majeurs, notamment sur le plan démocratique. On peut parler de test démocratique. À cet égard, le dean Erwin Chemerinsky, dean de UC Berkeley School of Law, a tout récemment titré son ouvrage « Our democracy is at great risk ». Du reste, cette élection marque aussi des événements exceptionnels, tels que la double tentative d'assassinat à l'encontre de Donald Trump, qui met en exergue une polarisation de la société américaine. Deuxièmement, le feuilleton Joe Biden, avec l'entrée en lice de Kamala Harris. Et enfin, une élection qui est larvée par des affaires judiciaires. C'est donc un démocratic test et les enjeux cruciaux sont légion en matière d'économie, en matière d'inflation, en matière de liberté publique, en matière de frontières, en matière d'immigration et bien d'autres encore que nous aurons l'occasion d'aborder ce soir. À l'instar du débat qu'il y a eu aux États-Unis entre Donald Trump et Kamala Harris, nous avons choisi un format classique ce soir, à savoir que dans un premier temps, chacun des deux candidats, pendant 8 minutes, va nous expliquer pourquoi nous devons voter, que chacun des représentants va nous expliquer pourquoi nous devons voter pour son candidat. Par suite, chacun aura un droit de réponse. Dans un troisième temps, je vais moi-même poser quelques questions relatives au thème majeur de l'élection. En troisième lieu, 2 journalistes, l'un américain et l'autre français, poseront leurs questions aux 2 représentants. Nous aurons un moment qui se distingue du débat qui est aux États-Unis, puisque l'audience, vous, pourrez poser vos questions aux 2 représentants. Il y a aussi 2 autres différences. La première, c'est que nous ne couperons pas les micros. Et la deuxième, c'est que, nous le souhaitons, les démocrates ou les représentants des démocrates et républicains partageront un verre amical ensemble à la suite de ce débat. D'ailleurs, nous aurons une surprise, parce que vous êtes venus en nombre et l'amiral Coldefi notamment se joint à nous pour vous souhaiter la bienvenue.
C'est aussi le moment des remerciements pour remercier nos amis de Berkeley Global Society, nos amis de la conférence Olivain, les étudiants de Sciences Po Paris, Campus Amérique du Nord, et aussi nous remercions les Republicans d'être venus, les démocrates, et enfin je remercie tout particulièrement Jean-Luc Fournier et Axel Kraus d'avoir œuvré aussi à nos côtés pour préparer cette conférence ce soir, ce débat. Un dernier mot pour vous dire que nous consacrons par la voix de France-Amérique ce soir cette amitié entre l'Europe et les États-Unis. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas éluder le caractère exceptionnel et grave de ce moment. Merci à chacun d'avoir accepté notre invitation pour ce débat exceptionnel puisqu'il est unique en Europe. Émile, je commence par vous. Vous représentez les démocrates broad en France et vous avez travaillé et vécu dans les deux pays. De votre côté, Randy, vous représentez les Republicans overseas globalement, mais aussi en France. Vous êtes avocat, vous exercez au barreau de Tel Aviv, de New York. Et c'est déjà très bien. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer cette première étape où, Émile, si vous voulez bien, pendant 8 minutes, vous allez nous expliquer pourquoi nous devons voter pour Kamala Harris. Et nous avons voulu être en conformité avec certaines pratiques new-yorkaises. Axel Kraus sera notre timekeeper. Mais j'ai dit à Axel Kraus de se limiter. Il y a une petite histoire que je vous raconterai après sur le klaxon qui est formidable. Ami, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Pour être sûr de rester dans les temps, j'ai préparé mon discours. C'est tout écrit. Chaque élection américaine se réduit à un choix entre essentiellement 2 candidats. Il faut donc les comparer pour apprécier l'importance de ce choix. Cette année, le contraste entre les 2 candidats ne pourrait pas être plus frappant. Du côté démocrate, une candidate expérimentée dont le programme nous propulse vers l'avenir pour créer un pays plus égalitaire, plus sûr, plus accueillant et plus prospère. Du côté républicain, un candidat dont le mandat a été un échec retentissant, qui veut nous faire revenir en arrière, fier d'avoir enlevé les droits de la moitié de la population, qui divise les gens en propageant la haine des étrangers et qui promet la déportation de 15 millions de travailleurs, menant à un effondrement économique et démocratique. Kamala Harris est la première candidate à la présidence à avoir travaillé dans les 3 branches du gouvernement. Un début de carrière en tant que procureure générale au sein de la branche judiciaire, un passage de 4 ans comme sénatrice dans la branche législative, suivi de 4 ans comme numéro 2 de la branche exécutive. Toute sa carrière durant, elle n'a servi qu'un seul client, le peuple américain. En face, un homme qui a démontré une incompétence olympique pendant ses 4 années maudites à la Maison-Blanche, reconnu coupable 30 fois d'ingérence dans l'élection de 2020, sa peine ne sera prononcée qu'après l'élection. Kamala Harris a publié un programme complet détaillant ses projets pour renforcer la bonne santé économique du pays, pour réformer enfin le système d'immigration que les républicains nous empêchent de faire depuis des décennies, pour améliorer encore le système de santé mis en place par le président Obama, pour continuer à investir pour mitiger la crise climatique, pour renforcer les contrôles des armes à feu, qui, hélas, prolifèrent aux États-Unis, encore une fois grâce aux républicains, et surtout pour restaurer le droit des femmes à prendre leurs propres décisions médicales et ne plus être subjuguées par des hommes républicains qui souhaitent contrôler les corps des Américaines. Le programme des républicains, c'est tout ce qui se passe par la tête de M. Trump pendant ces meetings qui sont de plus en plus bizarres. Du choix de mourir électrocuté ou mangé par un requin, au robinet géant au Canada qui déverse de l'eau dans l'océan Pacifique,
de la promesse d'appliquer des tarifs sur tout produit importé de 10%, de 20%, de 100% ou même 200% en fonction de son humeur, il faut se lever de bonne heure pour essayer de savoir dans quelle direction il souhaite mener le pays. Madame la vice-présidente a participé à toutes les actions importantes de l'administration Biden, l'une des plus conséquentes de l'ère moderne. Rappelez-vous, quand le duo Biden-Harris est arrivé au pouvoir, le pays était en ruine. L'inaptitude de Trump à gérer la crise du Covid avait fait 1 million de morts, presque 3 millions d'emplois perdus, un taux de chômage à 6,4%, le taux d'homicide atteignant un pic pas vu depuis 1977. Aujourd'hui, après des investissements historiques dans notre infrastructure, dans l'industrie, la transition climatique et notre système d'assurance santé, l'économie américaine est au zénith, avec une inflation contenue à 2%, une croissance de 3% par an, un chômage près des bas historiques autour de 4% et des marchés boursiers qui brisent des records jour après jour. Kamala Harris compte continuer sur cette voie positive de l'administration actuelle, mais elle innove avec des propositions que j'aurai l'occasion de détailler plus tard. Elle a recueilli le soutien de plus de 400 économistes qui déclarent que son programme aurait pour résultat de stimuler la croissance et de réduire l'inflation et le déficit, alors que le programme de Trump ferait contracter l'économie, augmenterait l'inflation et ferait exploser le déficit, comme cela a déjà été le cas en 2017. 700 experts militaires et civils soutiennent vice-présidente Harris sur les questions de sécurité nationale, alertant sur le danger que représente un nouveau mandat Trump, alors que 40 des 44 membres de sa propre administration, ceux qui le connaissent le mieux, 40 sur 44 refusent de voter pour lui. Et je vous assure, il n'y a aucun mouvement comparable dans l'autre sens. Kamala Harris a l'expérience, l'intégrité et surtout le caractère pour servir en tant que présidente. Alors que selon le Washington Post, Donald Trump avait menti 30 000 fois pendant son mandat, soit 20 mensonges par jour. Ce soir, hélas, celui qui le représente va également vous mentir. Il vous dira que la criminalité est en hausse et que les migrants y sont responsables. C'est faux. C'est en nette baisse et les migrants sont ceux qui commettent le moins de crimes, c'est juste logique. Il vous dira que des dizaines de millions de migrants envahissent la frontière ouverte chaque année. C'est faux. La frontière n'est pas ouverte et ne l'a jamais été. Et les passages de clandestins sont au niveau bas historique. Il vous dira que les démocrates font venir des immigrés, les logent dans des hôtels et leur donnent des cartes de paiement afin de les faire voter illégalement. Je sais que ça paraît farfelu, mais il l'a dit il y a 4 jours lors d'un autre débat. Tout cela est bien évidemment faux. La page. Tout cela est bien entendu faux. Il ne se passe rien de la sorte et il est évidemment illégal pour un non-citoyen de voter, car il faut justifier de sa citoyenneté au moment de s'inscrire sur les listes électorales. Pour résumer, alors que les républicains vivent dans un pays imaginaire où tout va mal et où la vérité n'a pas sa place dans le discours politique, la candidate démocrate, l'actuelle vice-présidente Kamala Harris, vit dans le monde réel, dans un pays qui a fait d'énormes progrès depuis 248 ans, qui reste imparfait mais perfectible, où les familles souhaitent uniquement que leurs enfants puissent aller à l'école sans être massacrés par un déséquilibré qui se serait procuré en toute légalité une arme de guerre, et où les femmes peuvent recevoir les soins de santé nécessaires auprès de médecins qui ne craignent plus de se retrouver en prison, car ils ont soigné une femme enceinte qui n'était pas encore tout à fait à l'article de la mort. L'enjeu de cette élection n'est rien de moins que l'avenir de la démocratie américaine, toujours en évolution depuis 248 ans. Allons-nous continuer dans cette voie ou allons-nous élire un homme qui avoue souhaiter démanteler la démocratie de l'intérieur en s'octroyant tous les pouvoirs et en appliquant le terrifiant projet 2025 ? Merci. Il me reste une 30 secondes. Une citation de Benjamin Franklin, ça se refuse pas. Merci.
Vous connaissez sans doute la fameuse citation de Franklin, auquel on a posé cette question au moment de la Convention constitutionnelle en 1787. « Qu'avons-nous, monsieur, une république ou une monarchie ?» Et il avait répondu « Une république, si vous pouvez la conserver. » Merci, Amy Porter. Randy, c'est votre tour de prendre la parole pendant 8 minutes, s'il vous plaît. Bienvenue, le menteur adresse la parole. Je suis assez choqué, mais pas surpris, parce qu'on devrait être des leaders qui essayent de réunir notre pays aujourd'hui. On devrait être un exemple pour ceux qui sont là, les Américains qui nous écoutent. Au lieu de dire aux uns aux autres qu'on est là de débattre de façon loyale et respectueuse, je trouve un adversaire qui me traite de menteur avant d'ouvrir ma bouche. Alors, mais j'étais prêt. Vous savez, je ne suis pas là, je ne suis pas né hier, parce que pour malheureusement certaines personnes, et je n'aurais pas voulu faire ça tout de suite, j'aurais évité ça, mais mes adversaires peuvent faire la politique de la division. Et c'est ça ce qui marque les responsables des communications, et c'est ce qu'elle a montré tout de suite devant vous. Moi, je suis venu et j'ai toujours été avec le président des Républicains avant que Mme Porter soit là, respectueux, qu'on doit être un exemple pour les Américains, de les réunir, de parler de façon respectueuse. Là, ce que j'ai trouvé ce matin sur les réseaux sociaux m'a particulièrement choqué. J'ai trouvé Mme Porter a écrit, et j'ai imprimé pour vous, comme ça, ne va pas dire que je suis menteur, parce que Madame dit que tout de suite je suis menteur. Qu'est-ce qu'elle dit? Donald, beaucoup de gens pensent que vous êtes un crétin. Voilà. Non, je l'ai là, je l'ai imprimé, c'est sur votre Instagram, maintenant vous pouvez pas le dire, je l'ai imprimé, et vous dites, environ 81 millions d'Américains pensent que vous êtes un crétin, monsieur Donald Trump. Voilà comment ça commence cette belle journée, pour qu'on va débattre. Voilà, les terrains commencent comme ça. Mais, je dis ce que j'ai à dire, la parole, moi, j'aurais établi l'équilibre un petit peu par rapport aux choses, parce que moi, je vais commencer à raconter l'histoire de Mme Kamala Harris. Moi, je n'étais pas prêt pour ces 8 minutes, je n'ai pas préparé un discours tout fait. Vous devez connaître Mme Harris, parce que c'est très difficile de trouver des informations, parce que les algorithmes sur Google rendent très difficile de trouver. Mais Mme Harris est née dans une famille marxiste. Son père est un grand professeur marxiste. Elle est inspirée dès sa naissance dans ce monde. Ensuite, elle devient procureure dans l'État de Californie. Là, les Californies, vous connaissez bien, c'est un État presque en faillite. Une explosion des criminalités. Vous allez à San Francisco, les gens dorment dans la rue. La ville est devenue inhabitable. Qu'est-ce qui se passe en Californie? Les lieux, le grand État de Californie, c'était un bel État avant. Vous savez, il y a un nombre d'habitants qui quittent l'État, de tous les États des États-Unis, ils quittent la Californie. L'État de Californie est la plus grande dette des États-Unis par rapport à un État. Ils sont sur le point de la faillite. C'est ça votre État, qui n'engage pas des poursuites contre des criminels, des délinquants. Ils font ce qu'ils veulent, ils entrent dans un magasin, ils volent jusqu'à $950, et là, c'est $949, je prends, je pars, la police ne vient pas, il n'y a pas de poursuites. Voilà le monde de Californie, d'où vient Mme Harris. Ensuite, Mme Harris est élue sénateur. Elle est considérée être le plus radical de la gauche en tant que sénateur. Aujourd'hui, quand elle est décidée d'être dans la course de la présidence en 2020, vous savez pertinemment qu'elle n'a même pas survécu au premier tour. Elle a eu 0 représentants, ce qui montre sa popularité, grand 0.
Alors, on est dans les politiques identitaires aux États-Unis. M. Biden devait choisir une femme de couleur, donc il a choisi Mme Harris, avec une popularité 0 parmi les démocrates, je parle. Ce n'est pas les républicains, je parle parmi les démocrates, elle a 0 vote. Ensuite, elle est devenue vice-présidente. Elle, aujourd'hui, le mensonge, parce que vous allez entendre beaucoup, mais moi, aujourd'hui, heureusement, pendant le 2020, on a eu les réseaux sociaux qui étaient tous contre M. Trump. Il était exclu de Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux étaient connus. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont reconnu que les départements de justice, le gouvernement a utilisé l'influence pour faire en sorte qu'il soit censuré pendant les élections, qu'il soit censuré. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer pendant cette période? Quand l'été, vous allez parler d'immigration. Mme Harris dévise. Elle ne réunit pas les Américains. Comme M. Biden a dit, je vais réunir le peuple américain. On les dévise. Mme Harris, quand elle dit par rapport au problème d'immigration, nos agents au niveau de la frontière, leurs responsables à l'époque devant une commission du Congrès, vous savez ce qu'elle a traité les agents de l'immigration? D'être comme le Ku Klux Klan. Elle a traité les membres des agents de la frontière d'être membres de la Ku Klux Klan. Encore, elle va dire, ça ne se passe pas, mais tout ce que je dis, si je suis un menteur, je vous invite, vous avez vos téléphones, allez sur Twitter, pas, ni sur Facebook, ni sur Instagram. Twitter, aujourd'hui, n'a pas d'algorithme. Vous pouvez retrouver par des mots-clés s'il y a des questions. Après, vous regardez sur votre téléphone. S'il y a une question, ce qu'on dit ne vous convient pas, vous aurez la possibilité de nous poser des questions. Donc, c'est en direct. Donc, vous allez pouvoir savoir si je mens ou je mens pas. M. Trump avait un mandat assez brillant, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Il a obtenu le respect, il a forcé le respect de M. Poutine. Pas de guerre. 3 jours après son départ de l'Ukraine, M. Poutine a attaqué. On a le feu et les cendres dans le Proche-Orient. Quand M. Trump était là, 5 accords de paix, les accords Abraham. C'est ça la réalité de la politique étrangère. Au niveau de l'économie, c'était le minimum d'inflation, le taux d'intérêt le plus bas en 20 ans, le minimum de taux d'inflation. 1,4% en janvier 2021, c'était ça le niveau de l'inflation à ce moment qu'il a pris le pouvoir, M. Biden. Il va dire 9%, il va raconter, mais regardez sur Internet, vous allez pouvoir nous citer, et si on se trompe, on va s'excuser. Je ne connais pas par cœur, je n'ai pas tous les chiffres, mais j'ai fait mon mieux pour vous présenter les chiffres. Pendant son mandat, vous savez, pour aider les personnes en situation difficile, dans les quartiers difficiles, les Afro-Américains, les Latinos, M. Trump a commencé un programme de développement, d'investissement. À 75 milliards de dollars ont été investis dans ces quartiers dans ces 4 ans. Il a investi dans l'Amérique. Il a fait en sorte que les emplois reviennent aux États-Unis. C'est lui qui a fait face à la Chine. Et c'est ça, cette politique de M. Trump que M. Biden a gardé en place contre la Chine. Ils ont négocié un accord où il a forcé l'État chinois d'acheter un minimum de 200 milliards de dollars en produits, et c'est grâce à M. Trump. C'est le premier, parmi ni les autres républicains, ni les démocrates, on peut mettre à genoux les Chinois. C'est M. Trump. M. Trump est un grand leader. Et oui, il a une grande gueule. On ne peut pas l'aimer. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est une raison de dire tout le mal, ce qu'on dit sur lui, qui est tellement irresponsable, qu'il y a 2 assassinats, tentatives d'assassinat contre notre candidat, et que ceux qui les protègent le font avec une telle légèreté qu'on pense qu'il y a encore des risques?
et qu'aujourd'hui, on sème la haine contre ce candidat, au lieu d'avoir un débat digne d'un débat, c'est là aujourd'hui ce qu'on va essayer de lever ce débat à un niveau que ça devrait en avoir et qu'on va répondre à vos questions. Et on espère que vous allez pouvoir sortir plus informés de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Merci. Merci Randy, merci Amy pour cette première étape de notre débat où vous avez chacun pu. Je vais vous donner un droit de réponse à chacun d'1 minute et ensuite nous irons en profondeur dans le détail. Et Team Keeper, we stop it now. Thank you. L'histoire, c'est qu'il a eu un accident de voiture, notre ami Axel Krause, et sa famille a voté à l'unanimité de lui retirer son vélo. Il a conservé le klaxon. Voilà. Et nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, Axel. Amy, vous voulez répondre quoi à Randy en 1 minute sur ce premier passage? Très rapidement, j'avais compris que ces 8 premières minutes devaient traiter les raisons pour lesquelles on devrait voter pour le candidat qu'on représente. Je n'ai rien entendu de ce que Randy a dit. Pourquoi on devrait voter pour Donald Trump? Bon. Randy, je suis ravie de savoir que vous me suiviez sur Twitter, je l'ignorais. Il faut quand même expliquer pourquoi j'ai tweeté ce que j'ai tweeté ce matin. Parce qu'il n'a pas lu le tweet d'origine de Donald Trump auquel j'ai répondu. Il commence toujours ces choses par ça. Beaucoup de gens disent que Kamala Harris est un déficient mental. Après l'avoir traité d'ordure, de détritus, garbage, c'était son mot. Donc, j'ai répondu, 81 millions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont voté pour Biden en 2020, pensaient que Trump était un crétin. Je ne retire pas mes mots. Merci. Votre réponse? Oui, mais... Ça marche? Parfait. Vous savez, encore, si j'étais là de parler, d'insulter de gros mots, ça, encore, c'est pour les autres. Nous, on n'a pas besoin. Nos candidats, ils lancent les uns des autres. On n'a pas besoin de le reprendre. D'accord? Vous êtes venus ici pour ne pas entendre ces mots-là. Donc, voilà. J'espère que ça reste, entre guillemets, un incident, mais encore, je veux être un exemple et que pour nous, c'est important. Je pense que c'est une élection très importante pour les Américains, mais aussi pour le monde entier, parce que votre établissement respectueux a dû dire à beaucoup de gens de ne pas venir parce qu'il n'y avait plus personne, parce que tout le monde, à mon avis, est inquiète pour notre sort et que c'est une des élections les plus importantes de notre 50 ans, depuis la dernière guerre mondiale, je dirais presque. Je pense, c'est à mon avis, et c'est ce que j'entends de beaucoup de gens. Donc, c'est très important qu'on puisse vous répondre de façon calme, de façon digne, et c'est ce qu'on va faire. Merci. Merci Randy. Ma première question pour entrer en profondeur dans ces thèmes de campagne est relative à l'économie et à l'inflation. En 2022, en juin, on a atteint un pic de 9,1, ce qui est plutôt énorme au titre des chiffres donnés par le ministère des Finances français. Randy, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner votre réponse à cette question? Comment votre parti propose-t-il de lutter contre l'inflation persistante tout en stimulant la croissance économique et en réduisant les inégalités? Les premières choses, c'est réduire les impôts. C'est clé pour pouvoir, pour faciliter et encourager les dépenses par les consommateurs. Ce qu'on avait dit, c'est déjà réduire les impôts. Contrairement à nos adversaires, ils vont augmenter les impôts à des sommes importantes. Je veux juste vous donner l'état d'esprit de la politique fiscale de l'autre côté. Ils sont estimés à 1 000 milliards, à 5 000 milliards d'euros d'augmentation d'impôts si vous étudiez le programme. Et Mme Harris, et ils vont le dire tout simplement, propose un impôt de 25% sur les plus-values non réalisées. 25% sur la plus-value non réalisée, que ce soit vos biens, vos titres, vos droits immobiliers. Ça veut dire que c'est la confiscation
l'expropriation. C'est tout ce que c'est. C'est ça la politique sur la plus-value. Donc c'est ça ce qui est caché. Il faut lire entre les lignes. Nous voulons faire revenir les emplois. Comment faire revenir les emplois? C'est encore faire en sorte que pour des pays qui ont des pratiques déloyales, comme la Chine, c'est encore, dans une juste mesure, augmenter les tarifs pour faire en sorte que nos sociétés américaines peuvent concurrencer de façon loyale avec le reste du monde, promouvoir aux États-Unis pour qu'ils puissent bénéficier des crédits pour leur investissement s'ils investissent aux États-Unis, bien entendu. Encore réinvestir dans les quartiers, comme j'ai commencé à expliquer auparavant, dans les quartiers un peu pauvres et difficiles, qui ont besoin de réénergiser ces quartiers, les États où ça se trouve, et c'est surtout, quelle est la politique de l'énergie? L'énergie, c'est la clé de tout. Comment vous réduisez les impôts, Randy? La réduction des impôts, c'est de réduire les taux d'impôt à titre personnel. Ils ont déjà proposé de réduire les impôts à des taux beaucoup plus raisonnables. Encore, on a vu au niveau des droits sur l'impôt sur les sociétés, c'est quasiment 60% de plus ce qui recommande les démocrates. Nous, ça fait 30% moins que les démocrates. On va réduire déjà ce qui c'était, on allait proposer moins pour les impôts. Mais ça, c'est proposer des impôts, mais aussi, il y a les questions aussi sur les tarifs, mais il y a également pour l'énergie. L'idée, c'est pour l'énergie, ce qui s'est passé, c'est la politique énergétique qui a fait en sorte, avec les régulations, la réglementation aux États-Unis, ça a fait en sorte, ça a flambé depuis 4 ans à 50% de plus aux États-Unis. Alors qu'il a promu une indépendance énergétique, ils vont dire, oh, on a fait quelque chose. N'oubliez pas, Madame Harris et M. Biden sont là depuis presque 4 ans. Je promets, mais je n'ai rien fait depuis 4 ans. Voilà la situation. Merci bien. Amy, votre position sur la politique économique? J'ai une excellente nouvelle pour Andy. Apparemment, il ne lit pas les journaux, mais les États-Unis, c'est le numéro 1 en production de pétrole dans le monde. Les États-Unis produisent plus de pétrole aujourd'hui que les Saoudiens. Donc, je pense que l'indépendance énergétique en est déjà là. Kamala Harris va effectivement augmenter les impôts des gens qui gagnent plus de $400 000 par an. Donc, si vous êtes parmi ces gens-là, je suis désolée pour vous, si vous gagnez moins de $400 000 par an, vos impôts ne vont pas augmenter. Quand Trump a pris le pouvoir, le taux d'imposition des sociétés était de 35%. Il a abaissé en 21%. Il a donné des réductions d'impôts aux gens les plus riches, le 10% des 1% des plus riches, des millionnaires et plus. Il a creusé un déficit de 8 000 milliards dans lequel on est encore en train de sortir. Oui, Kamala Harris voudrait remettre le taux d'imposition des entreprises à 28%, qui rapporterait 1 000 milliards de dollars au gouvernement fédéral en une décennie. Elle a plein d'autres propositions. Lesquelles ? Le rétablissement du crédit d'impôt pour les enfants, quelque chose d'un peu semblable à notre CAF, qui a été en place pendant 1 an seulement et qui a quand même réduit la pauvreté de moitié. Elle voudrait accorder une baisse d'impôt de 6 000 $ pour la première année de la vie d'un bébé pour essayer d'aider les parents à s'équiper. Elle propose aussi des aides pour les primo-accédants à l'immobilier avec l'acompte de 25 000 $, un fonds d'innovation de 40 millions de dollars pour encourager les autorités locales à construire davantage de logements abordables, etc., etc., etc. J'en ai pour encore une page. Merci pour ces indications. Deuxième sujet, c'est réforme du système de santé. On a tous en mémoire l'Obamacare, mais il y a d'autres sujets qui font florès aux États-Unis, mais pas seulement, notamment en matière d'IVG. Je commence par vous cette fois-ci, Amy. On aurait pu mettre l'IVG en liberté fondamentale, mais on le met ici. Donc sur la santé, est-ce que Kamala Harris va reprendre l'Obamacare? Elle va le renforcer? Et quelle est votre position et sa position sur l'IVG? Alors c'est vrai que le ACA, comme on l'appelle, l'Affordable Care Act, a été inauguré par Obama.
Le président Biden l'a beaucoup renforcé et aujourd'hui, il y a 50 millions d'inscrits. C'est-à-dire c'est 50 millions d'Américains qui n'avaient aucune assurance santé avant, qui l'ont aujourd'hui grâce à ce programme. Je dirais que la clé de voûte de ce programme, c'est la couverture des gens avec ce qu'on appelle des conditions préexistantes. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a de l'asthme, si vous-même vous êtes diabète ou si vous avez eu un cancer qui était soigné, les compagnies d'assurance refusaient de vous assurer ou vous demandaient des sommes exorbitantes. Donc aujourd'hui, 50 millions d'Américains sont couverts par ce système-là et c'est une très bonne chose. Évidemment, elle souhaite encore développer ce système. C'est vrai qu'au tout début, vous vous souvenez peut-être s'il y a des fans de Bernie Sanders. Bernie Sanders voulait instaurer quelque chose qui ressemblerait un peu plus à la Sécu, c'est-à-dire un programme universel qui couvrait tout le monde, que serait régi par le gouvernement. Et ça n'a pas été possible à l'époque d'Obama. Donc on a mis en place ce système que je dirais un peu entre deux. Mais c'est les entreprises privées d'assurance qui gèrent ce système. J'ai vu que récemment, J.D. Vance a recommandé à ce que les jeunes, c'est-à-dire les jeunes en bonne santé, avec aucun problème de santé, soient dans un groupe séparé des autres. C'est tout l'intérêt de l'Obamacare de ne pas faire ça. Parce que si vous faites ça, vous avez tous les jeunes en bonne santé qui payent peu et tous les autres qui ont déjà eu des problèmes de santé, et ça affecte énormément de gens, qui vont payer beaucoup plus. Tout l'intérêt de l'Obamacare, c'est que le risque est mutualisé par tout le monde. Merci. Alors, les couvertures universelles posent des problèmes. Il y a des avantages, mais il y a un vrai problème aux États-Unis que vous connaissez très bien, vous tous en tant qu'Américains, c'est l'explosion dans les coûts. Est-ce que vous avez comparé combien ça coûte pour des visites médicaux, aller à l'hôpital aux États-Unis? C'est 10, 15, 20 fois plus cher aux États-Unis qu'ici en France et en Europe. Pourquoi? Parce que les démocrates font des favoritismes et ils ne contrôlent pas les tarifs. Monsieur Trump a voulu, pendant son époque, avoir la transparence au niveau des coûts, qu'ils puissent voir combien ils sont dépensés par rapport à cela. Parce qu'on ne peut pas continuer ce système de santé aux États-Unis, on ira directement à la faillite. L'Amérique, ce n'est pas possible d'avoir un système comme ça. Vous voyez, la gestion de la couverture sociale aux États-Unis est impossible en l'état. Ce sont des réformes, ce sont des mécanismes de contrôle et de transparence d'une part. C'est très très important et qu'ils sont irresponsables par rapport à cela. D'abord, il y a aussi le problème d'immigration. Il y a environ 15 millions d'immigrés qui sont entrés, qui ont la couverture universelle aux États-Unis, estimé à 50 milliards de dollars pour les États et au niveau national pour le coût de santé. Tout ça, on ne tient pas compte. Et c'est les Américains qui payent des impôts qui doivent payer pour cela. Au niveau de la santé de nos seniors, de nos retraités, des personnes âgées, il y a une augmentation de 15-20% de ce qu'ils doivent payer. Ils ne peuvent plus faire face à ces frais. Vous savez, c'est le seul endroit au monde que vous voyez des seniors travailler. Je ne sais pas si vous étiez aux États-Unis, vous voyez des gens de 70, 75, 80 ans qui travaillent parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs frais de santé, leurs médicaments chaque mois, même avec Obamacare. Pourquoi? Parce que les frais sont très chers. Donc d'un côté, ils disent on va avoir un super système de santé, mais il n'est pas sous contrôle. Si demain on a pu instaurer un système un peu à l'européen au niveau de santé, on aurait pu avoir ce débat. Mais on était très très loin. C'est juste pour favoriser les systèmes de santé, ceux qui veulent gagner de l'argent. Et c'est ça le gros problème. Si on n'a pas de transparence ni la concurrence entre les systèmes privés et les systèmes publics pour faire en sorte que ça baisse les prix, on n'aura pas un système social à l'européenne comme on connaît tous. Voilà. Et sur l'IVG, Randy? Et sur l'IVG? L'IVG, je pense que c'est très important. D'abord, j'ai eu un grave critique de la part de mon collègue plutôt au début. Vous devez savoir que presque 50% des républicains sont pour l'avortement, mais ils estiment que l'avortement devait être peut-être dans une limite de détente, 3 mois et demi. Et c'est ça, la majorité. Il y a déjà eu des sondages à ce titre. Aujourd'hui,
la politique qui a été adoptée par la Cour suprême, c'est-à-dire je renvoie la question de l'IVG, et vous savez, le droit de la famille. Il faut savoir, c'est dans les sphères des États. Tout ce qui est le droit de la famille, c'est les sphères des États. Au début, qu'ils ont décidé que ce sera au niveau des États fédéraux, la Cour suprême, mais au départ, c'est ça. Donc, ils ont renvoyé ça aux États. Vous aurez des États qui sont plus stricts, mais ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, il y a certains États pour lesquels je suis d'accord avec, mais la plupart ont des exceptions pour l'inceste, des exceptions pour le viol, et la plupart des États, même ceux qui sont républicains, ont minimum de 3 mois, 3 ans et demi pour faire l'avortement. Donc c'est plutôt l'exception que vous prenez en Alabama. Et je suis d'accord avec vous, c'est l'extrême. Mais ce n'est pas la majorité, donc il ne faut pas généraliser pour dire que c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas content dans un État, vous sautez dans votre voiture, vous traversez un État, vous vivez ailleurs, comme les Californiens qui quittent Californie, qui ne sont pas contents de la politique de leur État, de Mme Harris qui était là, ils partent vivre à Texas. Toute la high-tech part en Texas. Pourquoi tous les gens démocrates quittent Californie, ils vont où pour s'installer? Merci Randy. L'IVG. Amy, l'IVG. J'ai vraiment l'impression d'être ici sur la Terre numéro 1 et d'entendre quelqu'un qui est sur la Terre numéro 2. Un monde de fantasmes. Aujourd'hui, 21 États interdisent totalement l'IVG aux États-Unis. Et de dire qu'une femme, parce que la plupart des femmes qui cherchent à terminer, à demander un IVG en début de grossesse, la plupart de ces femmes sont déjà mères de famille. Elles ont 1, 2, 3 enfants déjà. Elles sont souvent sous le seuil de pauvreté. Il suffit de sauter dans sa voiture et faire 800 kilomètres. Là, aujourd'hui, vous êtes dans le sud de la Floride. L'État le plus proche, c'est la Virginie. Donc, il faut traverser la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord. Mais vous vivez sur quelle planète? Donc, les exceptions, ça n'existe pas. On a déjà des cas en Géorgie où les médecins ont tellement peur d'être poursuivis juridiquement que les femmes sont mortes en attendant les soins. Et pour dire que la plupart de ces IVG malheureux, c'est quand il s'est passé quelque chose de terrible pendant la grossesse. C'est pas « Ah tiens, je suis enceinte, je vais aller faire une IVG ». Non, vous avez des femmes qui voulaient terriblement cet enfant. Il y a eu un problème et il faut il faut qu'elles reçoivent des soins médicaux, peut-être tardivement dans la grossesse. Donc, Donald Trump est responsable de cette situation, il s'en vante, et je peux vous dire que vous allez être surpris par le nombre de femmes républicaines qui vont voter pour Kamala Harris à cause de ça. Merci, Amy. Immigration et sécurité. Randy, je me tourne vers vous. Quel est le plan de votre parti en matière d'immigration et de sécurité des frontières pour aborder cette question en ce qui concerne la sécurité des frontières et la régularisation des migrants sans papier? C'est aussi un sujet qui cristallise l'Europe en ce moment. Exactement. Il n'y a pas d'interdiction d'avortement. Voilà, je vérifiais en Floride. Vous devez savoir, donc, voilà. 6 semaines, mais vous avez dit c'est interdit. À 6 semaines, la plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes et c'est la raison pour laquelle les hommes ne devraient pas faire ces lois. Ils ne comprennent pas comment fonctionnent nos corps. Madame. Mais Immigration. Immigration. On reste sur l'immigration. Donc, pour dire comment l'immigration, c'est un des problèmes qui est un problème principal de notre élection. Donc, on va commencer avec Mme Harris. Quelle était sa position? Vite fait, elle était contre le mur. Elle dit aujourd'hui qu'elle est pour, mais elle a dit clairement qu'elle était contre. Et ces murs vont pouvoir réduire. L'immigration, vous devez savoir, ils ont mis en place, ils vont dire que l'immigration a baissé. Non, ça n'a pas baissé. C'est historique, une période de M. Trump, l'immigration a baissé. On fait ce qui est passé. Ils ont mis en place un programme probatoire. Les démocrates, à 2 reprises, ils ont, à titre exceptionnel, ils auraient pu amener des immigrés que l'immigration, les autorités d'immigration auraient pu choisir cas par cas pour faire régulariser. Ils ont fait en sorte, dans 4 pays, Haïti, aussi le Venezuela
Et il y avait 2 autres pays où ils font venir 750 000 personnes en avion amenées aux États-Unis dans les différents aéroports des États-Unis. Eux, ils ne sont pas comptés, mais l'immigration, ils ont dit clairement, ils ont indiqué qu'ils font partie des personnes qui ne sont pas comptées. Ce qui est aussi important, et c'est la politique des immigrations, c'est qu'il y a 7 millions de migrants qui sont dans les États-Unis. Ils ont lâché tous ces immigrés. Et vous savez, le nombre de personnes qui étaient des criminels ou des délinquants. Donc, je vais reprendre le nombre de migrants. Sur 7 millions, il y a 660 000 qui avaient un casier judiciaire. 13 000 étaient déjà condamnés pour homicide. Ils ont été relâchés dans la nature. C'est la politique d'Harris et Biden. 13 000. 16 000 pour agression sexuelle. Il y avait encore presque 2 000 qui étaient inculpés pour homicide et ils sont été lâchés dans la nature. Donc, 10% de ceux, et aussi, on sait bien qu'il y avait des terroristes, mais ils ont fait en sorte, l'administration Biden, de faire en sorte qu'on ne dit pas qu'il y a des terroristes qui sont entrés aux États-Unis pendant cette période. Aujourd'hui, c'est très important parce qu'ils vont dire que ce n'est pas vrai ce que je dis. Mais si elle veut les contester, j'ai la lettre qui a été faite par le responsable de l'immigration. On va lui donner la parole. Amy. Un de mes livres favoris, préférés, c'est un livre qui est sorti dans les années 70, et ça s'appelle « Comment mentir avec des statistiques ». Il est toujours d'actualité d'ailleurs, il est toujours disponible sur Amazon. Un sénateur républicain a parlé de ces chiffres hier à la télé. Il a été fact-checké en temps réel sur CNN. Tous les chiffres que vous venez d'entendre, ce n'est pas pendant l'administration Biden, c'est depuis les 4 ou 5 administrations précédentes. Et les chiffres ne vous disent pas combien de ces gens sont actuellement en prison. Ça vous dit combien... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et sur le projet, Amy ? Les deux systèmes, le système d'immigration légale est obsolète, et ça depuis des décennies. Les démocrates essayent vaillamment de faire des réformes, ils n'y arrivent pas. Même George W. Bush, à l'époque où il avait un Sénat et une Chambre républicaine, n'arrivait pas à réformer le système d'immigration. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un excellent argument de campagne. Parler de l'immigration, faire peur aux Américains qu'il y a des immigrés, des étrangers qui envahissent. Hier, Trump a dit, ils rentrent dans votre cuisine et ils vous ouvrent la gorge. Bonjour l'image. C'est-à-dire que le problème de l'immigration a plus de valeur aux Républicains que la solution. Ils ne souhaitent pas résoudre le problème d'immigration parce qu'ils adorent faire campagne dessus. Et en début d'année, les démocrates et les républicains ont réussi à négocier une nouvelle législation qui aurait été le plus dur qu'on ait jamais vu sur la frontière. C'était un sénateur de Oklahoma, vraiment très, très, très à droite, qui a mené ça. Les démocrates, un peu en se pinçant le nez, se sont dit, bon, on va voter pour ça, même si ça ne prend pas en compte la régularisation des tas de gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump a appelé les sénateurs républicains et il a dit, ne votez surtout pas pour cette nouvelle loi qui réglera le problème d'immigration, qui aurait rajouté 1500 agents de plus et introduit la technologie pour arrêter l'arrivée des drogues. Et il a dit à tout le monde, ne votez pas pour cette loi. Il s'en est vanté après en disant, vous leur direz que c'était de ma faute. Donc, je trouve que c'est une hypocrisie olympique aujourd'hui de dire que les démocrates ont des problèmes d'immigration alors que c'est les républicains qui nous empêchent de résoudre ce problème depuis 30 ans. Merci beaucoup, Amy. Merci également, Randy. On termine cette phase où je vous posais mes questions. J'en ai d'autres, mais je vais donner un peu de mon temps de parole à nos deux amis journalistes. L'un est américain, il a déjà fait du bruit aujourd'hui, c'est Axel Krause, représentant de Herald Tribune International. Et nous sommes également en compagnie de Fabrice Naudet-Langlois, rédacteur en chef du Figaro Économie.
l'un et l'autre, s'il vous plaît, ce que je vous propose, c'est que vous nous rejoigniez au pupitre et que vous puissiez chacun poser vos questions et également rebondir sur ce qui a été dit. Notre temps de parole assez court, 5-10 minutes dans vos échanges, afin que par suite l'audience puisse aussi poser ses questions. Et je vous en remercie. Et maintenant, c'est notre président d'honneur qui va vous checker. Messieurs, si vous voulez bien vous joindre à nous sur le pupitre, vous êtes les bienvenus. Donc Fabrice, français. Merci Fabrice. Bonsoir. I was told that because there are some English speakers in the audience, and as I'm French, I can ask my question in English, if it's okay for you. Yeah. So I cover economy, so I wanted to focus my question on economy. You are aware that here in Paris, the public deficit has become a central political issue. In the US, both candidates have promised quite a lot of tax credits, tax breaks, tax cuts, and at the same time, the public deficit has reached 7% of the GDP, 7%, which is a lot, and the public debt hits historical records. So seen from Paris, it seems that both Kamala Harris and Donald Trump, if I can put things this way, just do not give a damn about the deficit. You both mentioned deficit, but quite briefly. So can you address this question? Is that true that your candidates do not consider deficit as a priority? Or, I mean, what's your answer about this? Thank you. Okay, again, if there's economic growth against the deficit, there'll be greater revenues coming in. That's the greater spending. That's why with the growth in the United States. That's the difference. When you have a very favorable situation, that reduces the deficit by a large number. And we saw that in the early years of Trump when the deficit went down because we had a very favorable economic situation. Now, the question for you regarding spending, again, we are against handouts and entitlements. This is the policy of Mrs. Harris. Unfortunately, that's what they have been doing, like with the student loans. For example, billions of dollars we're giving off to students, where, again, the same thing with the US health system. United States, send your kids to universities. It costs you $100,000 a year to send them to university. Why does it cost so much more money than when you send them to the top schools in France? It costs 20,000 euros, 15 to ESSEC and to HEC, is because your student loans, the government subsidizes the education and they pay them 5 times more because they know government will pay off those student loans afterwards. So that's where one hand goes into the other hand, the same way it does in the health system. So if you want to bring down the cost, the reality of education is what it is in the United States should be like Europe. And that's the way I see it, and that's the way I see it today, is that we have to avoid the system of handouts, which increases the cost, whether it be for health or whether it be for student loans. It's the same thing for me. Wow. Handouts. You mean the handouts to the wealthiest Americans and corporations in 2017 that put an $8 trillion hole in the deficit? Today you have companies that make billions in profits that pay no taxes. And I'm going to channel my inner Joe Biden here. I was born in Wilmington, Delaware, it so happens. The richest Americans and the corporations that make money have to pay their fair share. There's no reason on earth that a billionaire would pay 8% in personal income tax, a much lower rate than a teacher or a firefighter. And that's why Kamala Harris wants to restore that balance. The rich will pay more, that will lower the deficit. And I'm sure all the students in this room appreciate hearing that we should not have, relieved student debt. And small government sort of telling universities what they can charge, that's also sort of an interesting concept. But I can't speak for Kamala Harris. I don't know if she thinks the deficit is important. But I do know that her plan, as has been endorsed by those 200 economists that I mentioned earlier, do believe that the deficit would fall under her plan and that it would be huge again under Trump because he's already said he wants to give another tax cut to the very wealthy. So that's what we need to avoid. Thank you. Do you have another question, Fabrice? Yes. Well,
Yes, please, Fabrice. A another short one. question. I don't want to be too long because you all have questions, but one more, if I may. Still about economy. Joe Biden maintained much of the tariffs that Donald Trump had decided against Chinese goods, mainly. And in a way, both your candidates are in favor of tariffs to some extent. And both are tough against China for some good reasons. Then, one thing is that, are you aware that some effects of tariffs is that goods price may rise, which means inflation? So how do you address this issue? Amy, first. Well, obviously, the effects of tariffs are always that the increased cost is passed on to the consumer. I actually have a chart about that. I have several charts, but every time I show them, Randy says that my charts aren't real, so I'm happy to show them to you tonight at the cocktail party. They were tariffs put on washing machines, and immediately the price of washing machines went up. So this notion that tariffs are paid by the exporting country is absolute idiocy. Tariffs make goods more expensive for American consumers. Now, when there is specific, the tariffs that are in place for specific products, dumping, whether it be steel or getting things below market cost in the American market, that makes sense. What doesn't make sense is an across-the-board tariff for all imported goods of whatever percent Donald thinks on a given day, 10, 20, 200. That's definitely not the Democratic approach. Again, it's a distorted image of his trade policy with China. It was very, very well figured out. Look what happened. He rebalanced the trade agreements with Canada and the NAFTA agreements with Mexico. We don't forget to talk about that because the cheap labor is killing also American industry. Again, is to make things, bring back competition to America. Do not forget that is key. To bring back competition to American industry in the United States. And that's the same policies that they apply here in Europe, the same thing. Why did they not renew the free trade practically agreement with China after the Americans pulled off a trade agreement with China? The Europeans did the same thing, and it didn't go much in the news, but they did the same thing. They did the copycat approach. So we have today, they protect certain number of goods, certain amount of industries, bring back industries back to America, let them compete at a competitive level, make sure, and then maybe initially it'll be a little bit more expensive, but if you buy American goods, you're buying products that are the similar prices because over time, cheaper goods are meant to do what? Destroy American industries, and once American industries are destroyed, what happens? Prices go up. So don't think that it's totally ridiculous to say that protectionist measures must have a certain logic. They must be over time and have a certain logic. And the effect, to show you the intelligence of Mr. Trump, is that they kept his China policy in place, okay? Because they realized it was important, and it's not the only one that they kept in place. They haven't changed their policy regarding Mexico and Canada too, okay? And they don't talk about it much, okay? So again, so we have a situation where we have very intelligent trade policy. Mr. Trump is a businessman. Where you're talking about Mrs. Kamala Harris, she's never run a business in her life. Neither Mr. Biden, who are both just professional politicians. They never run a business. She goes, oh, well, he went into bankruptcy. Yes, companies may have gone to bankruptcy, but the question is he's built up an empire. He has built an empire. There's always going to be problems with companies when you're doing business, especially when you're doing major business. There's always companies that will work, and he's been able to establish a prosperous economy for America and have stability worldwide. Do not forget. Amy, I can feel you moving. Just so you know, in the last 4 years during the Biden-Harris administration, 18 million new jobs have been created and 16 million new businesses have been started. So we are proud of our economic record due to record investments in important areas. I will not comment on whether or not Donald Trump is a good businessman. I don't need to. Randy, last minute. Yes. What you should know about already, there's almost 1.5 million jobs went to these illegal immigrants that were given authorizations to work in the United States. They took away 1.3 million jobs from Americans that lost their jobs. So that's what you should know, firstly. Secondly, you should know that in history,
It has never been the case that Americans have to have a second job. There are almost 1.5 million, 2 million Americans that have to go to be able to afford the rise of inflation. They need a second job to pay for their costs and their living expenses due to rising energy. She says, we're energy dependent. We make the most energy in the world, but it costs 50% more to pay for gas, pay electricity across the United States. So something is going wrong with Bidenomics, Harrisonomics, whatever you want to call it. There is something really wrong. If they would have done this, they would have done it for the last 4 years. Thank you. Fabrice Naudet-Langlois, thank you again for coming here. And here is coming now Axel Kroos. He's a long-time correspondent and editor of the International Herald Tribune. He's also a friend of France Amérique for decades. We are happy to have you here. Please, can you ask your question? Merci beaucoup. Je vais parler en français. Nous sommes en France, même si cette pièce rappelle Liaison dangereuse, qui était filmée en partie dans cette pièce, si je ne me trompe pas. Mais voilà, j'ai une question qui n'a absolument rien à voir avec l'économie, immigration, santé et des sujets qu'on a abordés jusqu'à maintenant. Il s'agit d'une description de quelque chose où le mot est exactement le même en français, en anglais et en allemand. Le mot, c'est character, caractère. Le général McChrystal, 4 étoiles, qui a dirigé toutes les opérations militaires à Afghanistan pendant les années, qui a pris sa retraite, a publié un papier l'autre jour dans le New York Times où il a dit qu'il faut savoir, et je suis assez d'accord avec cette idée, que quand les Américains arrivent au point de voter et ils ont entendu tous les débats et toutes les discussions sur tous les sujets qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, n'est pas le facteur le plus important dans leur tête, dans leur cœur. C'est le caractère le caractère de personne qui est là devant eux comme peut-être un futur président des États-Unis. Character, c'est la personnalité, c'est tout, c'est un mélange de beaucoup de choses, mais leadership, est-ce que cette personne est vraiment la meilleure personne que je peux imaginer à la Maison-Blanche comme le président des États-Unis prochain? Et donc, ils votent sur largement leur idée, leur impression de caractère. Alors, en suivant les discussions, les débats comme ce soir, en partie, la question qu'on peut se poser, c'est que, et alors, la personnalité de ces deux personnalités que nous discutons ce soir. Amy, Kamala Harris a décrit la personnalité, le caractère de Donald Trump comme menteur, pas sérieux. D'ailleurs, les deux candidats de vice-président aussi ont fait des déclarations, mais c'est les mêmes pour les deux candidats pour la présidence et la vice-présidence, qui n'est pas capable, qui n'aime pas les femmes, et on a employé surtout ces Waltz numéro 2, qui a employé un mot qu'on n'entend pas très souvent, sauf avec les gosses, c'est weird. Elle a traité weird et creepy ces mots de gosse sur la personnalité de Donald Trump. Et il y a bien d'autres mots qui étaient employés qui c'était carrément insultant et difficile pour beaucoup de gens comme vous, peut-être ici ce soir, de comprendre comment on peut, dans une campagne pour la présidence des États-Unis, peut utiliser ce genre de mots. Je ne vais pas noter toutes les choses, Randy, que M. Trump a utilisées pour décrire Kamala Harris, mais il a traité de lunatique, folle, taré, incapable. Axel, la question. Même pas un vrai. Axel, la question. OK, ma question est... c'est simplement pour rappeler pour vous qui ne suivent pas de très près la campagne, mais disons, d'échanges de vues sur la description des deux personnalités était hallucinant. Ma question est, à quoi ça sert? Randy, est-ce que vous croyez que ça sert à la campagne
de M. Trump de continuer d'insulter et de décrire Kamala Harris. Et Amy, je vous pose la question, à quoi ça sert? Est-ce que beaucoup de démocrates, et la même chose aussi peut-être pour Randy, est-ce que des gens sont mobilisés de changer leur opinion sur les deux candidats au moment qu'ils votent? Voilà. Merci. Vous savez, il faut remonter à 2015-2016 quand M. Trump s'est présenté. Vous savez, M. Clinton, c'est toute le Russiagate, c'était organisé par Obama et Mme Clinton et c'était mis en porte-à-faux tout de suite toute son administration, avant même d'entrer dans le bureau ovale aux États-Unis. Donc, il faut mettre les choses dans le contexte. Qui a attaqué et qui a dit que M. Trump c'est une menace à la démocratie alors qu'ils ont déjà commencé leur détox, ce qu'on veut appeler cette désinformation sur la Russie et qu'on a prouvé que c'était faux. Mais ça a été organisé juste avant de prendre son mandat entre Mme Clinton et M. Obama à l'époque et on a appris la vérité sur cette question. Donc aujourd'hui, on est face à un média très agressif, réseaux sociaux et des médias anti-Trump. Donc, pour pouvoir faire un contrepoids, M. Trump doit être hyper agressif. Et je ne dis pas qu'il n'a pas d'autre choix, mais pour marquer son terrain, si vous acceptez, vous savez, vous êtes, je vois, des hommes, des femmes. Si vous avez dans votre vie, pour marquer votre parfois, il faut être très agressif, parfois des gens très insistants. Donc si vous avez les réseaux sociaux, les élites, l'administration, tout le monde contre vous, vous voulez marquer votre espace, il faut être hyper agressif. Donc c'est une tactique de M. Trump. Donc si vous acceptez, c'est une tactique de communication pour marquer les esprits, c'est ce qu'il fait. Monsieur est impressionné, donc ça fonctionne. C'est pour marquer les esprits comme un homme d'affaires, pour vous faire penser pourquoi il doit être agressif, parce qu'il veut vous faire réfléchir. Il n'a pas d'autre moyen. Toutes les médias sont contre lui, tous les réseaux sociaux, l'administration, les départements de justice américains, tout. J'ai fait à la télé, j'ai 5 journalistes contre moi chaque fois que je passe à la télé. Tout le monde est contre M. Trump, en permanence depuis 8 ans. Donc, j'accepte ça comme de facto le seul moyen de pouvoir passer notre message. Il faut être avec une puissance 10 de pouvoir passer le message et ça nécessite une agressivité hyper agressive pour pouvoir passer le message. Voilà. Merci Randy. Amy, votre réponse? Alors, déjà, je ne comprends pas ces soi-disant électeurs qui sont encore indécis, qui n'ont pas encore pris leur décision. Vu le contraste tellement frappant entre ces deux candidats, j'ai du mal à comprendre qu'il y a encore des gens qui n'arrivent pas à décider. D'ailleurs, il y avait un humoriste américain qui a dit « C'est comme quand vous êtes dans l'avion et l'hôtesse passe avec les repas et elle vous dit « Soit vous prenez le poulet, soit vous prenez une assiette pleine de verres pilés. » Et la personne dit « J'aimerais savoir un peu plus sur comment le poulet a été préparé. » Donc, quelque part, je ne comprends pas. Je dirais juste que... Enfin, on ne peut pas dire que Donald Trump n'aime pas les femmes. Je pense que Donald Trump aime un peu trop les femmes. Ça lui a d'ailleurs causé pas mal de soucis judiciaires. Ce qui est vrai, c'est que Donald Trump méprise les femmes. Et ça s'est démontré tous les jours. Et d'ailleurs, son colistier, encore plus, il a réussi à trouver quelqu'un qui est un peu un mini-mi, un deuxième petit homme, qui est encore plus extrême que lui, qui, par exemple, pense qu'il serait normal que le gouvernement traque le cycle des femmes pour être sûr de savoir si elles pourraient tomber enceintes ou tel moment et pour contrôler les déplacements d'État en État de ces femmes-là. Alors, je suis désolée, mais je ne veux pas vivre dans un pays comme ça, et je pense qu'il n'y a aucune femme dans cette pièce qui aimerait vivre dans un pays comme ça.
Merci beaucoup, Amy. Merci beaucoup, Randy. Je crois que nous faisons montre d'une certaine courtoisie. Elle va se poursuivre. Nous passons à ce moment aussi que vous attendez. On y va directement, c'est-à-dire le Q&A entre vous et nos deux représentants. Je propose de commencer par les étudiants du campus d'Amérique du Nord, de Sciences Po. Je vois 3 mains qui se lèvent, 5. Qui veut commencer ? Je vous en prie, posez votre question. Alors, les questions, s'il vous plaît, c'est court, c'est pas un exposé en sciences politiques. Et on va aussi essayer d'avoir des représentants qui répondent de manière brève. Merci. Bonjour, je m'appelle Valentine Ferron et j'ai une question pour le représentant des Républicains. Ma question, c'est Donald Trump, il a été plusieurs fois mis sous des procédures de destitution. Est-ce que vous pensez qu'en étant réélu, il ne risque pas de mettre à mal la démocratie en étant encore une 3e fois mis sous une procédure de destitution ? La question de la destitution, je pense, est très étrange aussi. Je dirais même, c'était partie de la stratégie pour occuper les terrains. Même quand il n'était plus président, ils ont lancé une procédure de destitution qui était mort dès les débuts. Donc c'était vraiment devenu une arme politique. Donc j'estime que c'est encore déplacer les choses. Ça devient ce qu'on appelle le lawfare aux États-Unis. Il doit faire son travail. Je pense que si vous allez déjà penser qu'il y aura des procès d'impeachment, des destitutions, des procédures de destitution qui seront menées contre lui, donc ça vous met dans l'esprit, on en prépare dès qu'il entre et prend le pouvoir, s'il est élu, on va faire une procédure de destitution, on va recommencer. Moi, je pense qu'il ne faut pas être dans cet état d'esprit et qu'il faut y aller. On a du travail à faire, il faut amener un peu du calme et de sérénité à l'Amérique. Et on a ce meilleur travail, il faut amener un peu la paix en Proche-Orient, en Ukraine, des choses que les démocrates ne savent pas faire depuis 3 ans. Donc je pense que c'est ça les clés. Et je pense qu'il était là et qu'il va montrer il va faire son boulot. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas se focaliser sur ça parce que ça fait encore partie des choses qui sont inhérentes à le système politique. Si nos adversaires souhaitent lancer des procédures de destitution, ils vont les lancer malgré tout. Merci beaucoup, Randy. Prochaine question, mademoiselle. Hi, I'm sorry, I'm going to ask my question in English because my French isn't the best yet. I'm a Sciences Po student at Paris, but the campus of Reims, the North American minor, where Mr. González Lapos is my professor. And I have a question which I think is very interesting for us young people and students, which is, given the rise of school shootings, like the recent incident in Georgia, how does your party plan to ensure safety of innocent civilians? And I'd like to ask both of you. Can you, I didn't hear, you just... Could you please repeat your question, I believe? Ask the question. Yes, sorry. So I was just asking about the school shootings. So, for example, recently there has been another school shooting in Georgia. Yeah, and like, what Thank are you, your Barbara. plans? We got it. Thank you. Okay, again, regarding the school shootings, I think there are many laws that are in place, and I believe that we need to follow them. I think there's also a question of liability when you have those shootings, whether, again, you need to report those that need to have, they're unstable. We should follow up there. There are certain restrictions that need to be put in place regarding how certain individuals have access to arms. I believe there are certain things that need to be done, but again, America has a well-founded principle of gun rights, and I think it was made clear by the Supreme Court. But again, when we're talking about gun violence, most of the gun violence happens from gangs and in inner cities, and it's not just because you're focusing on one shooting. We should look at the overall picture of violent crime that's happening across the United States, and that's being done. The violent crime is done, look at New York, for example, 75% of the violent crime in New York is done by migrants, and there's a large amount of armed crime has gone up also in New York because of that. Even you have the strictest armed control rules in New York City, and gun violence have gone up sky high. So again, it's a question of policies. You need to prosecute, you need to bring it down, and you need to have a coherent policy overall, whether it's immigration, crime, prosecuting crime, and putting people in jail. Amy, you would like to say something about it? Yes, I would.
First of all, there is no subject on earth that can't be turned into a conspiracy theory by a dedicated Republican. The Biden-Harris administration has done everything in its power, mainly by executive order, because they could never get Republicans to vote for any common sense gun measures except for one. In 2022, it was called the Safer Communities Act. And it made sure that people under 21 who shouldn't be able to get guns wouldn't have them, gave the Justice Department new powers to go after arms dealers. And just last week, there was another executive order to get rid of 3D guns that are printed in 3D and don't have any serial numbers on them, and also to get rid of what are called bump stocks, which convert a standard rifle into essentially a machine gun. In the future, Vice President Harris has already said she would like to go back to the ban on assault weapons that was in place during the Clinton era, get rid of those large capacity chargers. People need to be educated on how to store their arms, because a lot of people, the children are getting the arms in their own home. And we need to do a lot better at controlling people, controlling their background. I mean, there are certain places in the US where you can walk into a gun show and get a gun with no background check, no, you don't have to say anything about who you are. You just buy a gun and walk off with it. So this has been a problem for decades, again, and it's really a very, very stark contrast. The Democrats are trying very hard to control guns better, to put in place common sense gun safety measures, let's say, and the Republicans have been defeating those measures for decades. Thank you, Amy. Let's involve everyone. Peut-être en français, Gabriel Petrus, dans l'autre salle. Je me lève comme ça, on peut aussi vous voir et on participe de manière collective. Gabriel, votre question, je vous prie. Merci. I'll probably ask in English, sorry about that, but I teach at Sciences Po with Aubin, and the topic of our course is about democracy. So my question is very straightforward about democracy. If your candidate loses the election in the end of the year, will the candidate respect the final result? And should we fear not another Capitol Hill storm or not? I think each party is going to be following this election very vigorously. I think it's going to be one of the most important elections in decades. It's what you've been hearing. You've been hearing the Republicans have lost in the last few years dozens and dozens of actions to clean the voter rolls. We've had just 1 million that were in South Carolina. Governor Abbott in Texas cleaned up 1 million voters. Do you understand votes are won and lost by a few hundred? We're talking about the 2000 election between Gore and Bush. It was only for a few hundred votes. So now you understand when we are fighting to clean up voter rolls, avoiding that they be sent out to police people that haven't put on, that updated their addresses, people that are voting in prisons. Again, this is the fight the Republicans have been doing for the last few years. And there are issues we'll fight. The Democrats fought too. Don't exclude thinking people are targeting, oh, well, the Republicans are going to fight the 2016 elections. The Democrats at the January 6th certification also contested the elections. People don't talk about it too much, but they contested it, and it occurred. Yes, it did. Yes, you had 2 Democrats that went up in January 6, 2017. Look at your Twitter, and you'll find it. If I'm mistaken, you can look it up. So again, it happens. Both sides will use their means, and I'm sure it's going to be a very, very long election process. I believe because, again, this is a very complicated situation which we're in, and if there's a rightful, what they're going to say, we're going to fight for every legal vote and against every illegal vote to make it count, and we're going to make sure that only legal voters are voting. So that's it. If there's an issue, there's an issue. Please. You see, sir. Please. You see, sir. What I'd like to say to you, your view is his view. Look at the voter rolls. Let me go back. The voter rolls that you're seeing cleaned, 1 million in Texas.
another million in South Carolina. That's across the board in all the states. So please don't give me your lectures about problems with our electoral system. If there's 1 million votes that had to be deleted in each of those states, then you can say that there are issues with our electoral system. Don't tell me everything is good and dandy, okay? So there is a problem. So now, it's going to be election, we're going to see it. We'll let the legal system, let the voters vote. If the legal system considers that there's an issue, we'll see. And I'm sure the Democrats, when they fought, they found it important for them to vote, to contest, they contest and object. So, look, we're on fair grounds. If we're able to fight, we'll fight. We've been fighting, we've been winning things to clean up the voter rolls, again, across the board. Thank you, Randy, thank you. Let's move to... Let me just say very quickly, the Democrats will accept the results of a free and fair election because that's what we have in the United States. We have free and fair elections. Yes, free. The Republicans have, in the last year, in 30 states, voted 78 new laws designed to suppress voters, and in 15 other states, 33 new laws about election integrity. They are trying to make it harder for people to vote. They are purging people who are on voter rolls legally. And I know in my home state of Florida, dozens of people who've had to go back and re-register because they were mysteriously purged, just Democrats and independents, oddly enough. And in other places, only in urban areas where people of color tend to vote. So get off your high horse about elections. You're the guys who are trying to cheat. We will respect. What do you reply? No. I have a question to reply. You have to realize it's very simple. Where you should realize where in France you present your carte d'identité when you need to vote. The Democrat states you have 18 to 21. I can recall that all Democrats, you don't present your ID card. Anybody can go in. I can vote for any one of you if you're a U.S. citizen. I walk in. I do that in New York. I can vote without presenting an ID card. The same thing, okay, that would go... And you'll go to jail for 5 years if you do. No one is prosecuted. Why don't you say how many people have been prosecuted for doing it? Hardly anybody. And that's why did they put those laws in place? Because it's very difficult to control. If you want to have integrity in your elections, you set up simple rules like presenting your ID. If you need to submit a check, buy cigarettes, buy alcohol. Why do we need to buy cigarettes even to present your ID card, but you're not going to vote to present your ID card? These are the rules that the Democrats put in place. Why do they do those type of things? When in France, we consider it's so logical. Thank you. Thank you, Randy. So now let's move to la conférence Olivain, qui est un partenaire presque séculaire de France-Amérique. Je crois que c'est Mathilde ou son voisin qui veut se lancer dans une question. Oui. Bonsoir, merci de votre présence. Je suis Angelo Opère, donc je suis étudiant en Master 2 de droit public à l'Université Panthéon-Assas. Ma question va concerner la politique extérieure des États-Unis. Je souhaitais savoir quelle conception chacun des candidats que vous représentez a des États-Unis sur la scène internationale et comment les États-Unis pourraient intervenir dans les conflits, bien évidemment, ceux auxquels est impliquée l'Ukraine et ceux auxquels est impliqué Israël. Alors, avant de donner la parole à l'un et à l'autre, il y avait une réserve sur ce débat que nous avions précisé, c'est que le mandat et la force du mandat qui est confié à Amy Porter est limitée aux questions nationales. Par voie de conséquence, les questions sur le Proche-Orient et l'Ukraine ne seront pas couvertes, sauf si vous changez d'avis. Vous pouvez dire des généralités. Alors je vous laisse le soin à l'un et à l'autre d'y répondre, et j'en suis ravi d'ailleurs. Bon, je vous explique brièvement que je représente le Parti démocrate qui fait partie du Federal Election Commission aux États-Unis, c'est-à-dire que nous sommes le bras international officiel du Parti démocrate. Nous venons d'envoyer 21 délégués à la Convention, par exemple. Et à ce titre, notre déontologie ne me permet pas déjà de parler de la part de l'administration Biden, malgré le fait qu'ils soient un démocrate. Moi, je représente le Parti démocrate et pas l'administration. J'ai vu sur le site internet de Kamala Harris qu'elle a dit qu'elle souhaiterait renforcer toutes les alliances actuelles avec nos alliés, ce qui est une bonne chose, et ne va surtout pas courtoyer certains dictateurs à travers le monde. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Merci, Amy. Randy, c'est une question complexe, vague. En quelques mots, comment est-ce que vous pourriez donner la position de Trump ? D'accord. Déjà, avec
le Proche-Orient, il faut comprendre que l'administration Biden retient Israël à fur et à mesure par rapport à sa stratégie pour mettre fin et éliminer la menace de Hamas et le Hezbollah. Malgré cela, tout le monde a critiqué M. Netanyahu et en fait, aujourd'hui, tout le monde voit une politique agressive. Ils ont pu se débarrasser de M. Nasrallah et avoir une politique beaucoup plus agressive par rapport à cela pour amener une certaine paix qui va régner dans la région et aussi par rapport au Hamas. Ça, il fallait une clarté parce que toujours, et ils ont même suspendu des livraisons à Israël pour éviter qu'il puisse aller jusqu'au bout dans sa politique. Ensuite, je pense que la cohérence de la politique internationale, c'est aussi la politique interne. Par exemple, la question de l'antisémitisme, les positions anti-juifs, anti-zionistes qu'ils ont par rapport à Israël et les juifs. Moi, je suis juif et quand je vais à l'université, mes enfants ont peur. Comme ici à Paris, moi je vais dans la rue, je suis en face des Sciences Po, qu'il y avait des manifestations, je porte mon truc, j'étais agressé, je suis agressé, mes enfants, dans les universités aux États-Unis, les Juifs ne peuvent pas entrer dans les facs. Israël, Mme Harris refuse de dire que non à la gauche radicale, qu'on va être contre les étudiants pro-palestiniens qui sont violents avec les Juifs aux universités. Il faut être fort, il faut pouvoir se dire, M. Trump l'a dit. Il a dit par rapport au peuple américain, moi je soutiens ces étudiants qui peuvent aller tranquillement à leur école. Tous les républicains le disent, les démocrates, silence radio. Par rapport à la Russie, il a dit il trouvera la paix tout de suite. Il savait comment parler avec les Ukrainiens, il savait comment parler avec Poutine, avec la Chine et Taïwan. Il n'y avait plus de difficultés à ce moment-là. Moi je pense que c'était une politique saine. Moi, je vous explique ce qu'il avait fait avec les talibans. Avant, il a voulu organiser le retrait des talibans. Randy, j'ai terminé l'international, voilà, je pense que c'est important. Merci. Oui, c'est important. C'est pour ça qu'on vous a laissé continuer. Il ne reste pas beaucoup de temps. L'objectif aussi de ces rencontres, c'est que ensuite nous nous rencontrions pour poursuivre la discussion durant le verre amical. C'est la raison pour laquelle je vais prendre encore 2 questions et me faire beaucoup d'ennemis. Alors, je vais être juste. Est-ce qu'il y a une question d'abord dans la salle derrière ? Je crois qu'il faut être juste. Est-ce que je vois quelqu'un derrière ? Là-bas, je vois un jeune avec une belle cravate. Donc votre effort sera votre effort d'élégance. S'il vous plaît, levez-vous, indiquez-nous qui vous êtes et posez votre question. Merci. Hello, I'm... Please okay. Ask your question. I hope it's okay in English, but my name's Andrew Murgatroyd. I'm from North Carolina. And I'm also a student at Sciences Po right now. And I just had a question about the student loans, because I know it was brought up just briefly by both sides, but I just wanted to ask, if not loan forgiveness, then what is the policy to tackle the debt that millions of Americans are in due to their student debt? Look, student debt is a problem. Why is it a problem? Why do you have American universities charging $100,000 a year compared to the best universities in Paris? Sciences Po is $15,000 a year? Excuse me. So why are Americans, I know many Americans that send their kids to Europe to study because it's 4 or 5 times cheaper to go to school here to the best schools in Europe. So if our schools can put themselves on the same level as the European university and have reasonable tuitions, you won't have a problem with student loans. The problem is you artificially inflate the prices of university if they know that government is going to subsidize education. That is a key issue because if every 3 years they give student forgiveness loans, they know that the government will subsidize education and they'll increase the prices. So Thank you, that's the you. answer. Yes. Thank you. Thank you. Amy, short answer. It seems to me that the universities are less expensive in France because the government subsidizes education. So using that as an argument doesn't really make sense. Kamala Harris will obviously continue with Biden's loan forgiveness program. People need to understand that there are people that took out loans for $30,000 30 years ago, and today they owe $50,000 because the interest rates are predatory. So that will continue. Merci, Amy. Les 2 dernières questions, la première à gauche parce que le bras se balance, ici et ensuite là-bas. Avant-dernière question. Bonsoir, Amina Jeunet, expert de justice déjà à Paris et étudiante en droit. Plus fort, d'accord. Ma question, elle rejoint un petit peu mon confrère, futur confrère.
Dans un contexte mondial, par des défis globaux tels que le changement climatique, les tensions géopolitiques croissantes et les bouleversements économiques, comment chaque parti envisage-t-il de renforcer les alliances internationales des États-Unis en assurant la protection des intérêts nationaux? Quelle stratégie proposez-vous pour maintenir l'influence américaine à l'échelle nationale tout en répondant aux préoccupations domestiques du citoyen américain? Et de là, on découle de questions. On a parlé Merci, madame. de l'immigration et surtout, qu'est-ce que vous envisagez pour... Là, c'est un roman. Un sujet important qui concerne toujours l'intérêt du citoyen américain avant tout, les armes, la réglementation des armes. On a déjà évoqué le sujet. Qui concerne la sécurité du citoyen. D'accord, merci beaucoup. Ce qu'on va faire pour être consensuel et efficace, on va jumeler les deux dernières réponses. C'est notre administrateur et responsable de la section culture. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une super conférence sur la photographie comparée États-Unis-France qui est initiée par Yvon. Yvon, votre question, s'il vous plaît. Oui, en fait, j'en ai deux parce qu'il faut... souci de symétrie, j'en ai une première pour Amy. J'ai bien entendu tout ce que vous nous avez dit, les bonnes choses sur Kamala Harris, sur la situation des États-Unis, sur le programme futur, etc. J'ai bien compris tout ça. Mais alors, pourquoi est-ce que à peu près 50% des Américains sont prêts à voter contre elle? Alors là, je suis incapable de répondre à cette question, mais je vous dirais juste, ne regardez pas trop les sondages, parce qu'ils sont vraiment pas très fiables en ce moment. Je peux vous dire que nous, ce qu'on regarde, c'est les données, c'est-à-dire le nombre de personnes qui s'inscrivent sur la liste électorale. Et là, on commence déjà à avoir une idée de qui vote, parce que le vote par anticipation a commencé. D'ailleurs, nous, les Américains à l'étranger, ont reçu nos bulletins de vote le 21 septembre. Moi, j'ai déjà voté. Et d'ailleurs, si des Américains dans la salle qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, venez me voir, j'ai un QR code à vous faire scanner. Et en 5 minutes, je vous inscris sur les listes électorales. Vous votez après, vous votez, pas devant moi, juste pour l'inscription. Je voudrais juste répondre aussi à la question de mademoiselle de tout à l'heure. Donald Trump a sorti les États-Unis des accords de Paris et Joe Biden les a remis dedans le premier jour de son mandat. Merci. Yvon, votre question à Randy, s'il vous plaît. La deuxième question pour Randy de politique étrangère. Vous nous avez dit là aussi les bonnes choses que Donald Trump avait fait pendant qu'il était président. Bon, j'y reviendrai pas. Mais depuis, il a dit en 2022 que Poutine avait eu un coup de génie sur l'Ukraine. Il a dit en 2023 que le Hezbollah était très intelligent. Et il a dit en mai 2023 que lui, président, en 24 heures, le conflit Ukraine-Russie était résolu. Alors, je voudrais vous poser une question très, très naïve. Comment va-t-il faire pour résoudre ce conflit en 24 heures? S'il vous plaît, pas trop de généralité. Je pense que ça, d'abord, vous citez 2-3 petits points. Vous savez, pour pouvoir négocier avec un adversaire mégalomaniaque, c'est quoi? Vous ne pouvez pas les traiter des salauds, de l'insulter et dire venir à la table de négociation et dire on va trouver un accord. Il va vous envoyer balader. Donc, vous le mettez un peu en valeur. Après, vous allez dire voilà, c'est ça. Venez en tant qu'égal pour pouvoir bien négocier. Parce que pour parler avec un adversaire, on ne peut pas les dénigrer. Donc, il y a toujours des signaux qu'on doit envoyer aux uns et aux autres pour pouvoir avoir une certaine marge de négociation qu'on entre. Des grands hommes connaissent ça. Pensons qu'on va faire la paix avec la Russie en n'en parlant pas avec M. Poutine, c'est absurde. Okay? Regardez ce qu'ils avaient. Dans les 3 mois qu'ils avaient la possibilité de négocier un accord de paix, les Ukrainiens, Poutine était d'accord, mais Boris Johnson a refusé, sous l'influence des Américains bien entendu, d'accepter un accord qui était acceptable pour les deux côtés. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il va trouver une solution. M. Trump sait ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, c'est sûr que ça va être plus compliqué que c'était il y a 2 ans et demi, mais c'est ça le contexte aujourd'hui. En Proche-Orient, ils vont trouver des solutions. Vous savez, il est tellement sanctionné les Iraniens qu'ils étaient presque aux faillites.
au moment qu'aujourd'hui, l'administration Biden a donné des milliards et des milliards aux Iraniens qui a relancé leur guerre de proxy. Et voilà, on a eu le 7 octobre. Merci à tout le monde. Le 7 octobre, c'est le nouveau pogrom pour les Juifs du monde. 75 après le Shoah, c'était ça. Et voilà, ils ont eu ce qu'ils ont mérité, le Hezbollah, après. Et c'est comme ça. Parce qu'ils ont eu à jouer avec le feu, ils l'ont payé. Maintenant, il faut savoir que quand vous êtes leader, il faut avoir... C'est pourquoi il a parlé avec aussi les leaders de Corée du Nord. De la même manière, tout le monde l'a critiqué. Non, un dialogue. C'est comme moi, j'estime qu'il faut avoir un dialogue avec n'importe qui. Par exemple, demain, moi, je l'ai dit même dans le cadre comme moi, en tant que représentant républicain, si demain, LFI m'invite pour parler à une conférence, j'irai. Parce que moi, je suis pour les dialogues. Tant qu'ils ne m'insultent pas, et que les gens restent respectueux, on va pas... Non, mais je suis direct, même si je considère qu'il y a beaucoup nombreux qui seraient considérés antisémites, je pense que pas mieux, j'irai parler avec eux parce que c'est mon rôle. Et je pense que parler de ces choses-là est extrêmement important. Donc, vous me demandez pourquoi, je l'explique comme ça. Merci. Peut-être une dernière question de ce côté-là. Non, messieurs, c'est terminé, il est 8h15, c'est terminé. Non, c'est terminé, monsieur. Alors, je voudrais, les uns et les autres, vous remercier pour l'amitié que vous nous faites en venant. Au nom du conseil d'administration et du président de France-Amérique, nous allons prendre un verre amical en bas. Avant d'y aller, 2 choses. La première, c'est qu'on a une surprise. Il y a Aude Duhamel, en raison du nombre que nous sommes aujourd'hui, qui va chanter. Donc il y aura une ambiance chaleureuse, amicale, mais qui ne tranche pas avec ce deuxième point, c'est le sérieux dont on est plutôt coutume à France-Amérique. Moi, je suis ravi de la manière dont ça s'est passé, en dépit des hauts et des bas, mais ça s'est bien passé, vous vous connaissez bien. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous, tous et chacun. Très bonne soirée, on se retrouve en bas. Merci bien.